Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce vendredi 1er novembre. À la une de l'actualité, une journée de mobilisation en Algérie. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues d'Alger pour s'opposer au régime. Un 37e vendredi de manifestation à un peu plus d'un mois de la présidentielle. Les rassemblements se poursuivent aussi au Liban, malgré la démission du Premier ministre Saad Hariri. Le président Michel Aoun tente d'apaiser les tensions, mais ses annonces peinent à convaincre face à la colère de la rue. En sport, le choc attendu entre le 15 de la Rose et les Springboks. Les deux équipes se préparent à s'affronter en finale de la Coupe du Monde de rugby et les Anglais partent favoris. Enfin, direction l'Italie où personnages de manga et super-héros ont investi la cité médiévale de Lucques le temps de quelques jours. C'était encore une journée de mobilisation massive en Algérie. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de la capitale pour le 37e vendredi d'affilée. Malgré la perspective de la présidentielle qui doit se tenir dans un peu plus d'un mois, les manifestants ont encore clamé leur opposition au régime en ce jour symbolique dans l'histoire du pays. Olivier Peggy. En Algérie, une marée humaine a envahi les rues de la capitale Alger. Comme tous les vendredis depuis maintenant 8 mois, les manifestants se rassemblent pour contester la légitimité du régime en place. Et ce 1er novembre a une valeur hautement symbolique, car c'est la date qui marque le début de la guerre d'Algérie. Le 1er novembre 1954, les Algériens se soulevaient contre la puissance coloniale. Et 65 ans après, les manifestants font un parallèle appelant à une nouvelle indépendance. Nos demandes sont très simples. Le départ du gouvernement, celui du président par intérim, celui du Premier ministre, on veut qu'ils dégagent tous. Et on veut aussi la libération des prisonniers d'opinion. Les autorités ont fixé au 12 décembre la prochaine élection présidentielle. Un scrutin censé désigner un successeur au président Bouteflika, poussé vers la sortie en avril dernier. Mais les manifestants, dans la rue comme sur les réseaux sociaux, s'opposent à un tel scrutin, craignant que cela ne soit qu'un simulacre de démocratie. Au Liban, l'exécutif tente d'apaiser la colère de la rue après la démission du Premier ministre Saad Hariri. Le président Michel Aoun a appelé à former un gouvernement productif pour sortir d'une répartition confessionnelle du pouvoir. Mais cette annonce peine à convaincre ceux qui poursuivent la mobilisation. Au 15e jour d'un mouvement de contestation inédit contre le pouvoir au Liban, à Beyrouth, les manifestants se sont réunis pour écouter le président Michel Aoun. 2 jours après la démission du Premier ministre Saad Hariri, le président a appelé à la formation d'un gouvernement constitué de ministres choisis pour leurs compétences. Les ministres devraient être choisis en fonction de leur mérite et de leurs compétences et non en fonction de leur allégeance politique ou de leur loyauté politique ou pour plaire aux dirigeants sectaires. Le Liban se trouve à un carrefour dangereux. Selon lui, la transition d'un système sectaire dominant à un État des citoyens sera l'étape de salut pour le Liban. Il a promis de continuer à lutter contre la corruption, mais n'a fait aucune proposition concrète. Et l'apaisement souhaité ne s'est donc pas produit. Les manifestants veulent voir partir tous les dirigeants, sans exception, donc y compris Michel Aoun. Nous tous ici, nous espérions qu'il démissionne. Il n'a pas démissionné. Je ne sais pas ce qui nous attend, quelles sont les prochaines étapes que nous allons suivre. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons rester dans la rue jusqu'à ce que nos demandes soient entendues dans ce pays. 30 ans après la fin de la guerre civile, le Liban est au bord de la faillite économique et toujours en proie à des pénuries chroniques d'eau et d'électricité. Il est gouverné depuis des décennies par les mêmes partis et familles politiques qui représentent souvent leur communauté religieuse. C'est l'un des effets de l'accord qui a mis fin à l'offensive d'Ankara. Des troupes turques et russes ont débuté leurs opérations communes sur le territoire syrien. Un accord qui impose aussi un départ des forces kurdes dans la zone frontalière avec la Turquie. Les précisions de Sandrine Delorme. Des militaires turcs et russes ont commencé à patrouiller conjointement dans le nord-est de la Syrie.
Des patrouilles conformes à l'accord conclu entre Moscou et Ankara pour mettre un terme à l'offensive d'Erdogan et aux affrontements entre les armées turques et syriennes. Selon l'accord, la milice kurde des unités de protection du peuple devrait avoir quitté ses positions frontalières de la Turquie. Pour le président syrien qui ne veut pas faire de la Turquie voisine un ennemi, c'était la solution. Grâce à cet accord, les Russes modèrent les Turcs, dépassent les Américains dans leurs manœuvres et avortent l'appel à l'internationalisation proposé par les Allemands. C'est pourquoi cet accord est une mesure positive. Il ne parvient pas à tout, en ce sens qu'il ne fera pas pression sur les Turcs pour qu'ils partent immédiatement. Cependant, il limite les dégâts et ouvre la voie à la libération de cette région. Ankara s'est emparé d'une bande frontalière de 120 km au détriment de la principale milice kurde syrienne qu'elle considère comme terroriste. La Turquie veut créer une zone de sécurité pour empêcher l'émergence d'un noyau d'État kurde à sa frontière. L'objectif est aussi de rapatrier une partie des 3,6 millions de réfugiés syriens accueillis par les Turcs depuis 2011. La traversée de la Manche, une entreprise à haut risque pour les exilés qui tentent de rejoindre les côtes anglaises. Ces tentatives, encore peu nombreuses il y a 2 ans, sont désormais quotidiennes. Et depuis le début de l'année, près de 1400 personnes auraient ainsi gagné le Royaume-Uni. Les précisions de Stéphanie Morbois. La Manche, théâtre quotidien de sauvetage de migrants sur des embarcations de fortune. Ils sont chaque jour de plus en plus nombreux à vouloir gagner l'Angleterre en traversant cette mer au courant agité. Cette fois, ce sont 19 personnes qui ont été secourues. Parmi elles, la famille Ebrahimi, un couple de Kurdes et leurs 3 enfants, âgés de 12, 10 et 3 ans, qui veulent à tout prix traverser la Manche pour rejoindre leur famille en Angleterre. Les enfants sont frigorifiés, apeurés. Leur rêve prend fin ici. Pris en charge par la police aux frontières, ils seront accueillis dans un centre d'hébergement d'urgence pour 3 nuits. Ces drames humains qui se répètent sont un travail de chaque instant pour ces policiers de la brigade nautique. En 2017, 12 tentatives de traversée de la Manche ont été recensées, 71 en 2018 et déjà 237 depuis le début de l'année. Plus on s'éloigne de la côte, plus les conditions de mer sont dangereuses. Donc les risques en plus augmentent quand vous avez des passages de cargo, de porte-conteneurs qui créent des hauteurs de vagues et des creux en mer qui une fois sur 2 peuvent faire chavirer les petites embarcations. Et il n'y a pas qu'en mer que la vigilance est de mise. Sur les côtes, les policiers redoublent d'efforts pour traquer les passeurs et tenter de mettre fin à leur trafic. Le Royaume-Uni a décidé d'aider la France. Il a contribué au financement de nouveaux équipements, comme des drones, pour rendre le travail de la police française plus efficace. On s'intéresse maintenant à l'actualité qui a retenu l'attention de nos voisins européens et on commence avec nos confrères de la rédaction allemande. Für die einen gesellig, für die anderen störend. L'Autriche met fin à une exception. Le pays faisait partie des rares membres de l'Union à autoriser la consommation de tabac dans des espaces fermés. Mais depuis ce 1er novembre, qui marque aussi le début du mois sans tabac en France, les bars et les restaurants autrichiens doivent se plier à l'interdiction de fumer en vertu d'une législation qui a mis des années à s'imposer. Les propriétaires récalcitrants s'exposent à une amende qui peut aller jusqu'à 10 000 €. Viele Wirte fürchten einen Umsatzrückgang. Biometrics on the move, nome simplificado para bom. Du côté du Portugal, l'aéroport de Lisbonne a mis en place une expérimentation pour faciliter les contrôles aux frontières. Un dispositif afin de limiter les files d'attente grâce aux données biométriques. Il s'adresse pour l'instant aux ressortissants européens qui souhaitent voyager en dehors de l'espace Schengen. O projeto é sempre a andar e depois de o ver em ação, não é difícil perceber porquê. Falta água no Tejo e nos afluentes. A situação é La preocupante. situation du Tage suscite l'inquiétude dans la péninsule ibérique. Le fleuve qui prend sa source en Espagne et traverse le Portugal affiche un niveau particulièrement bas. L'association portugaise spécialisée dans les ressources hydriques soutient que l'activité des barrages côté espagnol devrait être plus mesurée et mieux régulée dans un contexte marqué par une sécheresse accrue et un manque de Faz précipitations. falta chuva, muita chuva. Aux
Aux États-Unis, près de 74 000 hectares de végétation sont partis en fumée dans l'ouest du pays en à peine plus d'une semaine. La Californie est toujours en proie aux incendies. Les épisodes de sécheresse plus fréquents et la force des vents prolongent cette année ces épisodes, alors que des milliers de pompiers sont toujours à pied d'œuvre. La Californie continue de batailler avec les feux de forêt. Un nouvel incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans le comté de Ventura, dans le sud de l'État californien. Il s'ajoute aux autres foyers toujours en activité. Des milliers de pompiers sont mobilisés pour tenter de contenir l'avancée des flammes. Nos efforts ont été entravés par une personne pilotant à distance un petit drone. Apparemment, cette personne voulait prendre des photos aériennes de l'incendie. Mais cela a créé une situation dangereuse. Non seulement c'est illégal, mais surtout cela gêne nos moyens d'action. De nombreuses zones résidentielles ont été évacuées, ce qui explique que jusqu'à présent il n'y ait pas eu de victimes. Mais les dégâts matériels sont très importants. Des milliers d'hectares sont déjà partis en fumée. Un mot de sport à la veille du choc entre les Springboks et le 15 de la Rose. Les deux équipes s'affronteront demain en finale de la Coupe du Monde de rugby. Le récit de Julien Pavie. Angleterre, Afrique du Sud, c'est sur cette affiche que s'achève ce samedi la Coupe du Monde de rugby au Japon. Pour les Anglais, il s'agit de la 4e finale de leur histoire dans cette compétition, mais ils n'ont soulevé le prestigieux trophée qu'à une seule reprise, en 2003. Et cette fois, le 15 de la Rose a toutes les raisons de croire en ses chances, après avoir éliminé successivement 2 poids lourds, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tout ce qu'on veut, c'est d'aller sur le terrain et jouer à fond. Nous sommes prêts pour disputer cette finale. Nous avons passé 4 années à nous préparer pour cette occasion. C'est pourquoi les joueurs et moi-même, nous pouvons être sereins car nous avons fait le travail de préparation qu'il faut. De son côté, l'Afrique du Sud vise un 3e sacre mondial et elle espère que l'histoire va se répéter car son dernier sacre en 2007 avait été obtenu contre l'Angleterre. Vainqueurs du Pays de Galles et du Japon au tour précédent, les Springboks sont confiants mais prudents. La seule erreur à ne pas commettre, c'est de s'entraîner et jouer sans donner le maximum, puis de sortir du terrain et de se dire « on n'a pas fourni assez d'efforts et on a été battus ». Mais si ce samedi, nous sommes battus par une équipe anglaise qui est meilleure que nous, eh bien c'est comme ça, c'est la vie. Cette finale à suivre à partir de 10h heure de Paris sera la 43e confrontation de l'histoire entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Et pour l'heure, ce sont les Springboks qui comptent le plus de victoires. Direction l'Italie, plus précisément Lucques en Toscane, où les fans de manga et de super-héros se sont donné rendez-vous. La cité médiévale est devenue le lieu incontournable pour les cosplayers, le temps de quelques jours. Voyez ce reportage signé Giorgia Orlandi. De Dragon Ball Z à Mario, des dizaines de milliers de fans se rassemblent à Lucques, en Italie, pour assister au festival Lucca Comics and Games 2019. Pendant 5 jours, la population double. L'an dernier, 800 000 fans ont envahi les rues étroites de la cité médiévale de Toscane. Les visiteurs s'en donnent à cœur joie dans les tunnels historiques de la ville, entre expérience en immersion et chasse aux autographes. Devenir humain est le thème cette année qui a été choisi pour la 53e édition de l'événement, dans l'espoir que cette expérience unique en son genre puisse servir à quelque chose. C'est en jouant des jeux de rôle et en nous divertissant sans limite que nous pouvons devenir plus humains et peut-être un peu meilleurs aussi. Les amoureux de l'art ne sont pas déçus. Ils ont le choix entre une douzaine d'expositions. L'une d'entre elles fait le lien entre des illustrations traditionnelles japonaises séculaires et les mangas du XXIe siècle. Il semble que les murs de pierre de cette cité médiévale toscane offrent un cadre parfait pour ce monde d'imagination et de créativité, faisant de cette ville historique la capitale de la culture pop. Ici, même les gens semblent différents. Les cosplayers ont donc pris possession de la ville. Il y a ceux qui prennent la chose très au sérieux, se transforment en super-héros pour quelques jours, ceux qui veulent échapper au quotidien et ceux qui font juste ça pour le fun. Je le fais juste pour échapper à la réalité du quotidien, pour échapper au travail et à la routine quotidienne. Ça aide pour avoir une approche plus légère des choses.
Pour moi, c'est amusant. C'est une façon de réaliser un rêve d'enfant quand je regardais la télé et que je voulais être lui ou elle. C'est une chance. Le monde que nous aimons devient réel. Notre fantasme prend vie. Le cosplaying est rapidement devenu la marque de fabrique de l'événement. C'est le plus grand festival du genre en Europe et le deuxième du monde après le Comiket de Tokyo. Une manière de profiter de quelques jours hors du commun. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Excellente soirée à tous.